Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre septième épisode déjà, notre avant-dernier épisode de la série Virage NB. Merci beaucoup à tous ceux qui sont avec nous ce matin, encore une fois pour nos conférences. Donc, Virage, pour ceux que c'est la première fois qui participent, c'est une série qu'on espère qui nous permettra vraiment de réimaginer le Nouveau-Brunswick dans un contexte de post-pandémie. Donc, Virage, c'est 8 conférences avec 8 enjeux précis au Nouveau-Brunswick avec des invités experts du domaine. Déjà, jusqu'à aujourd'hui, on a eu la chance de discuter avec au-delà de 40 panélistes, puis on a eu au-delà de 750 invités. Donc, on vous remercie énormément pour ça. Ce matin, on discute d'entrepreneuriat. Donc, comment on fait pour soutenir la prochaine génération d'entreprises au Nouveau-Brunswick? On a avec nous Marie Chamberlain, Bréjean Després, puis Pierre-Marcel Desjardins. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle François Poirier. Je suis un étudiant en marketing à l'Université de Moncton. Je suis passionné de politique puis du monde des affaires. Donc, c'est moi qui est le modérateur pour la série Virage du côté francophone. Je vous rappelle que Virage, c'est des conférences qui sont enregistrées puis qui sont toujours disponibles pour revisionnement sur notre site web viragenb.ca. Donc, pour ceux qui ont manqué les premières conférences, vous pouvez certainement aller les revoir. Donc, suite à la conférence d'aujourd'hui, on se dirige directement en studio avec Kodiak FM en collaboration avec l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du balado Virage, reprise et réimagination du Nouveau-Brunswick qui sera animé par Anthony Hazard. Le but du balado, c'est vraiment, du podcast, on pourrait dire, c'est vraiment d'aller dans les détails de ce qui va être mentionné aujourd'hui. Vous allez voir, l'heure qu'on va passer avec vous va aller extrêmement vite. Il y a beaucoup d'informations qui vont être partagées. Mais le podcast, c'est vraiment ce qui va nous permettre de creuser plus loin puis encore aller trouver des meilleures solutions pour les enjeux du Nouveau-Brunswick. Les balados, vous pouvez les trouver sur Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, puis tous les liens pour l'écouter sont disponibles sur notre site web viragenb.ca. Donc, avant d'aller plus loin, on aimerait reconnaître les partenaires qui sont derrière cette initiative. On a le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, la Chambre des commerces de l'Atlantique, le Pond Dishpande Center at the University of New Brunswick et nos partenaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l'APEC. Donc, pour rendre nos conférences un peu plus interactives, on a des petites questions, un petit sondage qu'on aimerait vous poser. Donc, ça devrait apparaître sous peu à votre écran. Puis, on vous invite de répondre au petit sondage, puis on discutera des résultats là, à la fin de la conférence avec nos panélistes. Donc, rapidement, là, pour vous mettre en contexte, avec la série Virage, on essaye non seulement de s'orienter vers le changement, mais c'est aussi de comprendre un peu les actions du passé qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui. Pour structurer les conférences, le comité s'est vraiment basé sur les 4 nobles vérités. La première puis la deuxième, c'est surtout ce qui est abordé là, dans la présentation. On cherche à savoir c'est quoi les problèmes ou les difficultés qui nous tirent vers l'arrière. Quelle est la douleur du Nouveau-Brunswick? On cherche aussi à savoir qu'est-ce qui est la cause de ces problèmes. Finalement, la troisième et la quatrième, c'est ce qui va être adressé par l'entremise des questions. Dans le fond, qu'est-ce qui résout ces problèmes, puis comment on assure de l'action et de l'engagement. C'est surtout cette partie-là qui est importante, c'est cette partie-là qu'on espère avoir là, votre dialogue. On espère que vous allez poser des questions pour vraiment essayer ensemble de trouver des solutions. Déjà là, Virage, je pense que ça a eu un grand impact. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de ça. On a des merveilleuses discussions là, à tous les mardis, jeudis. On vous annonce justement que Virage, même à notre avant-dernière conférence, ça va aller plus loin que ça. On a certainement des gens là, qui vont creuser dans tout ce qui a été mentionné dans les présentations pour en faire un rapport de recommandation. Donc, par la suite, ça sera certainement plus facile là, de passer à l'action. Donc, pour ça, c'est exactement pour ça qu'on a besoin votre engagement. Justement, dans le bas là, de Zoom, vous avez la petite fonction questions-réponses en bas à droite de votre écran. Posez vos questions là-dessus. Nos panélistes, là, ça va leur faire plaisir de les répondre, puis justement là, de susciter des discussions par rapport à ça. On travaille aussi avec de la technologie. Ça se peut toujours qu'il y ait un petit problème technique, mais si jamais il y a quoi que ce soit, restez avec nous. On a une merveilleuse équipe technique là, qui vont essayer d'arranger ça là, dans les plus brefs délais. Donc, avec tout ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos panélistes pour ce matin. Donc, on commence avec Pierre-Marcel Desjardins, qui enseigne l'économie à l'Université de Moncton depuis 1990, où il est professeur titulaire et directeur de l'École des hautes études politiques. Pierre-Marcel détient un PhD en économie à la University of Texas.
Il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences économiques à l'Université de Moncton. Sa thèse de doctorat portait sur l'impact régional de la libéralisation des échanges. Il détient la désignation IASA de l'Institut des administrateurs de la Société d'administrateurs. Ses recherches actuelles portent sur le développement économique régional et rural, les politiques publiques et le commerce. Il agit en tant qu'expert en développement économique pour les gouvernements du Canada, du Vanuatu et du Nouveau-Brunswick, ainsi que pour les Nations unies et l'Organisation des coopérations de développement économique. Pierre Marcel est membre du conseil d'administration d'Uni Coopération financière depuis 2008 et son président depuis 2012. Il siège au conseil d'administration du Conseil économique du Nouveau-Brunswick comme conseiller économique depuis 2017. Donc, M. Desjardins, bienvenue à Virage NB. Merci beaucoup. Et je vais partager mon écran pour la présentation PowerPoint. Voilà. Première chose que j'aimerais indiquer, c'est que la présentation PowerPoint est une adaptation de celle qu'a préparée David Campbell en anglais. Et on démarre en se posant la question, quel sera l'impact de la pandémie sur l'entrepreneuriat au Nouveau-Brunswick? Et en particulier, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même, on est peut-être, on pense depuis longtemps dans cette crise-là, mais au niveau économique, on en est probablement seulement à nos débuts et de nombreuses PME pourraient fermer leurs portes. Puis, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quand même, il va falloir qu'on trouve des entreprises, des entrepreneurs pour prendre la relève et c'est pas évident qu'il y en a suffisamment qui sont là sur les lignes de côté tout simplement pour se lancer demain matin en affaires. Et en particulier, on pense que potentiellement, l'appétit pour le risque entrepreneurial pourrait avoir été influencé, pourrait avoir eu un impact avec la pandémie que certains individus qui, dans des conditions peut-être qu'on pourrait appeler plus normales, seraient prêts à se lancer, mais ne sont pas nécessairement prêts à le faire. Donc, ça, c'est un aspect peut-être négatif, mais d'autre part, il y a certaines opportunités, certains potentiels qui peuvent être apparus avec la pandémie. Puis on peut penser les gens qui consomment d'une manière différente, qui cherchent des produits différents. Aussi, toute la question des nouveaux produits, les produits plus au niveau santé, sécurité. Donc, il y a quand même des nouvelles opportunités qui sont maintenant à notre disposition. Mais on peut se poser la question d'où viendront les entrepreneurs. Et si on regarde l'entrepreneuriat au Nouveau-Brunswick, ben, il n'y a pas de consensus sur ce qui est un entrepreneur. Puis, je vais vous donner quelques exemples juste pour qu'on puisse réaliser ça. C'est quelqu'un qui gère une entreprise, est-ce que c'est un entrepreneur ou c'est plutôt la personne qui a créé l'entreprise? Donc, on voit déjà qu'on peut se poser des questions. Et souvent, au niveau de Statistique Canada, puis c'est certaines statistiques que je vais présenter plus tard, ce qu'on utilise, c'est travailleuses et travailleurs autonomes. Donc, on travaille pour nous-mêmes. On n'est pas employé de quelqu'un d'autre. Et les statistiques, c'est un peu ça qu'on va présenter. Mais encore là, il y a différentes formes d'entrepreneuriat. On peut penser à l'entrepreneuriat individuel, mais aussi l'entrepreneuriat collectif, des personnes qui se mettent ensemble. Ça peut être une coopérative, même pas nécessairement une coopérative. Ce n'est pas une personne, mais un groupe de personnes qui se lancent en affaires. Donc, on a quand même certaines caractéristiques. Puis parmi ces caractéristiques-là, ce sont souvent, surtout au tout début, des gens qui ont des idées, qui ont des visions, un certain appétit pour le risque. C'est sûr et certain, quand on se lance en affaires, ce n'est pas une garantie, on n'est pas garanti de connaître du succès. Et on pourrait même ajouter un certain entêtement. Il faut vraiment vouloir le faire. Et je vais maintenant présenter les statistiques. Statistique Canada nous donne deux catégories auxquelles on va faire référence. C'est les travailleuses et travailleurs autonomes et aussi une sous-catégorie de ces gens-là, donc des travailleuses et travailleurs autonomes qui ont des employés. Deuxième élément aussi à tenir compte, c'est qu'on a des entrepreneurs qui vont servir les marchés plus locaux. Et on a aussi des entrepreneurs qui sont tournés vers les marchés d'exportation. Et les deux sont importants, mais quand on dit qu'on veut connaître de la croissance, qu'on veut croître l'activité économique dans une région, dans une province, dans un pays,
il faut qu'on vende à l'extérieur. Donc, même si l'entrepreneuriat local est extrêmement important, puis j'argumenterai peut-être encore plus important aujourd'hui qu'il l'était il y a 3 mois, l'entrepreneuriat tourné vers les marchés d'exportation l'est tout autant. Si on regarde au niveau de certaines statistiques, ici, ce qu'on fait, et ce sont des données qui ont été préparées par David Campbell, justement, on regarde les 2 catégories que je vous ai mentionnées, les travailleurs, travailleuses autonomes et les travailleurs, travailleuses autonomes avec salariés. Et on regarde, il y a 3 rangées normalement. La première, c'est l'ensemble. Deuxièmement, ce sont les femmes. Et troisièmement, ce sont les jeunes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de travailleurs autonomes par 1000 travailleurs et on se compare à la moyenne nationale. Et là, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a beaucoup moins de travailleurs autonomes, donc si on fait l'extrapolation, d'entrepreneurs au Nouveau-Brunswick qu'à l'échelle nationale. Et c'est particulièrement vrai si on voit les statistiques pour les jeunes. Si on regarde le secteur manufacturier, encore un peu la même chose, quoique là, on retrouve un peu plus de femmes qui sont travailleurs autonomes dans le secteur manufacturier au Nouveau-Brunswick que toute proportion gardée, que l'ensemble de la moyenne de la province. Mais on retrouve également une relativement faible présence de jeunes. Si on poursuit avec ce qui est nouvelle technologie, donc technologie de l'information, on retrouve, puis la définition ou le secteur ou le sous-secteur, même argumenté qui a été utilisé, c'est conception de systèmes informatiques et services connexes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on en a beaucoup moins ici que la moyenne nationale. Et c'est simplement le reflet de notre économie au niveau du Nouveau-Brunswick. Les secteurs à haut niveau de technologie ne sont pas nécessairement présents ici de la même ampleur qu'on peut le retrouver ailleurs au pays. Si on poursuit ici, services personnels, là, on peut penser les services qu'on donne aux individus, ça peut être services de gardiennage, ça peut être coiffeurs, coiffeuses, qui sont des services extrêmement prisés ces jours-ci. Et là, ce qu'on retrouve, c'est qu'on en a beaucoup plus au Nouveau-Brunswick qu'on retrouve ailleurs. Et encore là, c'est toute proportion gardée, c'est en pourcentage des catégories, que ce soit au niveau global, on le voit, 20 supérieur à la moyenne nationale, mais avec salariés inférieurs. Donc, ce qu'on a, ce que certains appelleraient, ce n'est pas des PME nécessairement, mais des TTE, des petites entreprises, souvent une personne qui travaille à son compte dans ce secteur-là. Beaucoup plus grande présence, toute proportion gardée pour les femmes, 40 de plus au Nouveau-Brunswick qu'à l'échelle nationale. Et même au niveau des jeunes, on remarque 43 de plus qu'à l'échelle nationale. Mais inférieur à la moyenne nationale si on regarde avec salariés. Si on poursuit ici, je veux être certain que vous compreniez bien, quand je parle de les soins de santé ambulatoires, je ne parle pas des ambulances. Dans cette catégorie-là, et c'est la définition ou le titre utilisé par Statistique Canada, ce qu'on retrouve, par exemple, c'est les cabinets de médecins, de dentistes, tout ce qui est dans le secteur de la santé dans son ensemble. Et encore là, ce qu'on a, c'est moins de travailleurs autonomes, mais plus de travailleurs avec salariés. Et encore une fois, ça, il faudrait voir quand on parle de 4 plus globalement que la moyenne nationale ou 8 plus pour les femmes, c'est peut-être pas le reflet que ce secteur-là est beaucoup plus présent, mais c'est peut-être l'absence de d'autres secteurs qu'on retrouve ailleurs qui fait en sorte que ça augmente la taille ou la présence relative de ce secteur-là au Nouveau-Brunswick. On s'entendra que le secteur de la santé, il y a une présence grosso modo proportionnelle dans toutes les provinces canadiennes. Si d'autres secteurs sont moins présents, ça fait en sorte que chez nous, c'est un peu plus présent. L'évolution au niveau des années, et ce qu'on voit, c'est qu'on a atteint un sommet du nombre de travailleurs autonomes au Nouveau-Brunswick vers la fin des années 90. Et encore là, il faut être prudent, c'est que ce qu'on réalise, c'est que la présence du secteur privé a atteint un sommet globalement et on a eu une croissance de l'activité économique qui s'est faite surtout dans le secteur public au Nouveau-Brunswick au niveau des 2-3 dernières décennies. Donc, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est
diminution ou le ralentissement de création de postes de travail autonome qui est responsable de tout ça, ou tout simplement c'est le reflet de la baisse relative du secteur privé, mais tout ça pour dire qu'on a quand même moins de gens qui sont travailleurs autonomes aujourd'hui qu'on en avait il y a 2 décennies. Si on regarde les chiffres au niveau des travailleurs autonomes avec salariés, on constate que c'est encore la même tendance qu'on a connue, avec un sommet à peu près en même temps, fin des années 90. Si on regarde à l'échelle canadienne, toutes les provinces, ce n'est pas nécessairement une situation enviable pour la province si on met de l'importance au niveau du travail autonome. Et encore une fois, on voit travailleur autonome comme étant le travail autonome comme étant le reflet de l'entrepreneuriat. Ce qu'on constate, c'est qu'on est en queue de peloton avec le Québec et Terre-Neuve-Labrador, alors que d'autres provinces comme l'île du Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, Saskatchewan, ont des proportions beaucoup plus élevées que nous. Et l'île du Prince-Édouard, ça peut paraître élevé, mais il y a quand même un esprit d'entrepreneurship à l'île du Prince-Édouard extrêmement important. Et également, puis on le voit avec la Saskatchewan, c'est un peu le reflet de province qui a un secteur agricole très important. Ça se reflète dans ces statistiques-là. Si on poursuit avec la part des femmes, là, il y a une croissance qui n'a pas cessé à la fin des années 90. La part des femmes ou la contribution, la présence est de plus en plus importante et elle n'a cessé d'augmenter. Et ce qui est intéressant pour la province du Nouveau-Brunswick, c'est que la proportion est plus élevée que la moyenne canadienne. Mais encore une fois, rappelez-vous, si on regarde les secteurs, c'est dans certains secteurs qu'on a une forte concentration et les services personnels, c'est un de ces secteurs-là. Forte concentration, forte présence de femmes. Si on poursuit avec une préoccupation ou un défi, c'est l'âge des travailleurs autonomes. Et ici, au Nouveau-Brunswick, en moyenne, c'est 42% des travailleurs autonomes qui ont 45 ans ou plus, mais c'est encore plus présent dans certains secteurs. On voit foresterie et exploitation forestière à 48%, services professionnels scientifiques et techniques à 47%, manufacturier à 46%, transport et entreposage 44%, services et hébergement et restauration 44%. Là, la question ou le défi de la relève est d'autant plus important, mais ce qu'on constate, c'est qu'au cours des prochaines années, et ça, la pandémie ne change rien à cette réalité-là, si ce n'est que peut-être accentuer ou exacerber le défi, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre de retraite et il faut trouver des successions pour que les entreprises continuent d'aller de l'avant. Donc, d'où viennent les entrepreneurs? Là, c'est simplement certaines catégories. On peut dire des grandes entreprises. Ça peut être des gens soit frustrés, soit qui ont des nouvelles ambitions, donc qui décident de quitter leur emploi et de se lancer en affaires. On a les universités et collèges. Là, c'est collègues, excusez-moi, c'est une erreur de frappe que je n'aurais pas dû faire. Les enfants d'entrepreneurs, ce qu'on constate, c'est que, toute proportion gardée, il y a beaucoup plus d'enfants d'entrepreneurs que d'enfants de non-entrepreneurs qui se lancent en affaires. Et une catégorie qu'il faut mettre quand même de l'importance, faut accorder de l'importance, c'est les immigrants. Oui, on a les immigrants entrepreneurs, mais par définition, quelqu'un qui a quitté son pays pour immigrer ou quitter sa province pour immigrer, par définition, ce sont des gens qui sont peut-être prêts à prendre un risque plus élevé. On laisse un environnement dans lequel on est peut-être plus confortable, qu'on connaît mieux, pour aller vers l'inconnu. C'est un peu le reflet de ce qu'est se lancer en affaires. Et là, développer une nouvelle génération d'entrepreneurs, j'arrive à la conclusion de la présentation, mais il faut voir qu'il faut attirer des entrepreneurs, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Les grandes entreprises devraient favoriser l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise, permettre à des gens d'innover, de se lancer dans des nouvelles initiatives. J'ai mentionné les entrepreneurs immigrants, le rôle des incubateurs et des accélérateurs aussi, qu'on peut se poser des questions. Donc, comment encadrer, appuyer ces gens-là? L'accès au capital de risque, c'est sûr et certain que souvent, le risque est élevé et ce n'est pas nécessairement un prêt dans une institution financière qui est la source principale de capital quand on se lance en affaires. Le rôle des gouvernements à ce niveau-là. Mais il y a également l'autre catégorie. Donc, il y a le jour où on se lance en affaires, mais aussi au niveau de la croissance. Donc, comment appuyer la croissance des entreprises émergentes? Tous les entrepreneurs n'ont pas besoin de croître ou d'être présents sur les marchés internationaux, mais c'est certain qu'il nous en faut
pour qu'on... Oui, il y a des gens qui peuvent dire, moi, je suis satisfait de la taille de mon entreprise, mais comment est-ce qu'on fait pour appuyer, pour aider les gens qui veulent continuer à croître, à grossir comme entreprise? Et finalement, l'importance du capital pour assurer cette croissance. Et sur ce, je vais passer le micro parce qu'on va maintenant aller à la discussion. Monsieur Desjardins, merci beaucoup pour la présentation. Regarde, à ce moment-ci, j'inviterai là, nos participants à poser vos questions, justement, dans la petite fonction questions-réponses. On va revenir avec Pierre-Marcel sous peu pour répondre à ces questions. Donc, notre première invité aujourd'hui, Régent Després, est VP Province Atlantique à la Banque nationale depuis 2015. Un professionnel des services financiers avec plus de 25 ans d'expérience, Régent s'intéresse surtout aux ressources humaines, la motivation, la mobilisation et le développement des talents. Avant la Banque nationale, Régent a œuvré au sein de d'autres grandes institutions financières canadiennes où il a surtout occupé des postes en gestion et dans le développement des affaires. Son éducation et son intérêt en finances personnelles et entreprises lui ont permis de développer sa carrière dans ce domaine. Régent siège au conseil d'administration de divers organismes et s'intéresse surtout aux organismes communautaires dans le secteur de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Il donne également de son temps en bénévole pour plusieurs causes. Monsieur Després, bienvenue à Virage NB. Merci François, puis bonjour tout le monde. Comme François l'a mentionné, je suis un gars de la province, je suis de Coquin en fait. J'aime souvent d'annoncer ma patrie, puis c'était vraiment le fun pour moi d'être avec vous autres aujourd'hui. Je suis aussi le fils d'un entrepreneur. Mon père a été entrepreneur, puis j'ai grandi sur la ferme de mes grands-parents, qui était juste en face de chez nous. So, j'ai connu les défis aussi de qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur, les hauts et les bas. J'ai jamais été entrepreneur moi-même, mais je travaille avec des entrepreneurs depuis mon arrivée sur le marché du travail. J'ai beaucoup d'appréciation pour les gens en affaires. Pierre-Marcel mentionnait tantôt l'accès au capital, puis c'est certainement le rôle que les banques jouent au Canada. Puis je vais en parler un petit peu comment les entrepreneurs doivent se préparer puis présenter dans une situation comme on est dedans aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit s'ajuster lorsqu'on veut présenter une demande envers une institution financière. On vit aujourd'hui une crise sans précédent. Il n'y avait pas de manuel dans les études que j'ai faites pour me préparer pour une pandémie, tant pour la population que les entrepreneurs, les entreprises et les gouvernements. Il n'y avait pas de recette là, pour comment apprendre à vivre à travers ça. Ça touche tous les secteurs, mais ça ne touche pas tous les secteurs négativement. Je lisais un article ce matin qu'au Nouveau-Brunswick, tout de suite, si tu veux t'acheter une piscine, ça va aller à l'année prochaine. Les gens font des choses autour de la maison qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Alors, il y a quand même de l'argent qui est disponible à dépenser. C'est juste qu'on ne peut pas les dépenser toujours de la manière traditionnelle. Je ne donnerai pas une grande dissertation sur la situation économique au Nouveau-Brunswick. Je pense que Pierre-Marcel a bien fait ça déjà. Mais je pense que c'est important de réaliser que le Nouveau-Brunswick est peut-être un petit peu moins touché que d'autres provinces au Canada, surtout avec le virus, qui a permis à nos entreprises de pouvoir recommencer un petit peu plus rapidement que d'autres provinces. Lorsque je parle à mes collègues à travers le pays, c'est pas la même situation là, si on pense à Montréal et les grandes villes. Puis notre économie dépend aussi beaucoup moins du pétrole et du gaz, qui ont été beaucoup impactés dans la province, au pays. Alors, notre province a moins de dépendance sur ces ressources-là. Alors, qu'est-ce qu'est le rôle que les institutions financières vont jouer dans ce virage ou dans cette relance? On est conscient que les entreprises sont le moteur de l'économie canadienne. Ce n'est pas une surprise pour nous. On a toujours su ça. On a toujours travaillé très étroitement avec les entreprises. Puis, on va continuer de travailler avec les entreprises à travers de la crise actuelle. On joue un rôle important. On travaille très étroitement avec le gouvernement fédéral puis celui du Nouveau-Brunswick pour coordonner des efforts. Je pense que tout le monde joue un rôle. Puis, si on travaille ensemble, on est capable de venir combler les besoins des entrepreneurs pour passer à travers de ça. C'est pour ça que moi, depuis le début de la pandémie, je fais une petite joke. C'est pas une joke, la pandémie, là. Je pas, ça sonne comme ça, mais pour des banquiers, c'est pas toujours une job excitante, banquier, mais tout de suite, c'est comme notre Super Bowl. Là. On travaille extrêmement fort.
On vit des moments qu'on ne vit pas d'habitude, beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitement aussi. Alors, le travail d'un banquier aujourd'hui, on a probablement dû travailler des heures beaucoup plus longues qu'on travaille normalement pour rencontrer les besoins de nos clients. Puis juste en termes d'envergure, je n'ai pas la statistique de tous les banques, mais j'ai celle de la Banque nationale. On a fait près de 120 000, on a près de 120 000 prêts qui ont reçu des moratoires de paiement depuis le début de la pandémie. 120 000 prêts. Dont 3 200 de ces prêts-là sont des prêts entreprises qui représentent 4,5 milliards de dollars à travers le Canada. Alors, c'est immense la contribution qu'on fait à la banque. Mais aussi, comme Pierre-Marcel l'a dit, que certaines entreprises ne passeront pas à travers. Puis juste dans le dernier trimestre des résultats de la banque, on a pris une charge à l'avance. Ce n'est pas une charge qui est déjà vécue, mais on a pris une charge de 500 millions de dollars parce qu'on sait qu'il y a des prêts puis des entreprises qui ne passeront pas à travers. Alors, ça va être coûteux aussi pour la banque de passer à travers la pandémie. Nos conseillers de la Banque nationale, de tous les banques sont là pour vous aussi. Là. On a fait un sondage récemment, puis ça, c'est quoi dont je suis très fier. Je vous disais que nos employés travaillent fort, mais il y a un sondage qui a été fait sur 10 000 entreprises canadiennes. Puis la Banque nationale s'est classée premier au premier rang des institutions financières pour la qualité de son appui. C'est quelque chose de très fascinant qu'on a vu à travers la pandémie, même ici au Nouveau-Brunswick. La satisfaction de nos entrepreneurs a augmenté pendant la pandémie. Je pense que ça démontre le côté humain qu'on a eu à aider nos entrepreneurs à travailler à travers la pandémie. Alors, quelques conseils que j'aimerais donner aux entrepreneurs lorsqu'ils se préparent à présenter un projet ou que ce soit un projet existant ou un projet nouveau. Je pense qu'il faut être créatif, il faut être imaginatif, puis il faut oser faire des changements dans la manière qu'on fait des choses. Le déconfinement, il va être graduel, mais en même temps, il faut être capable de prédire le worst-case scénario qui pourrait nous arriver. Puis méfiez-vous de ce qu'on entend dans les médias. Là. On entend souvent que rien ne sera plus pareil ou tout va changer. C'est pas vrai. Il va y avoir des choses à réinventer, mais ce n'est pas nécessairement de refaire son modèle d'affaires au complet. Un obstacle que je vois tout de suite, c'est la résistance de certains entrepreneurs au changement, dans la manière de faire des choses. Puis une question que je pose beaucoup, c'est est-ce que je comprends bien l'impact de la crise sur mon modèle d'affaires? On va avoir besoin de ça, nous autres, les banques, pour pouvoir analyser vos besoins puis notre décision de participer. Parce qu'oubliez pas que souvent, on est le plus gros participant financier dans une venture entrepreneur. Alors, il faut être capable de répondre à cette question-là. Alors là-dessus, je vous laisse passer au prochain interlocuteur. Puis François, je te passe la parole. François, tu es sur mute. Merci beaucoup, Régent. Justement, je vous encourage de poser vos questions. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le panel aujourd'hui. Donc, pour finir aujourd'hui, notre dernière invitée, c'est Marie Chamberlain, présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick depuis 2016. Elle assure la représentation des entreprises francophones de la province avec la conviction qu'elles forment le moteur des communautés néo-brunswickoises. Entrepreneur autonome et en consultation depuis mai 2016, elle enseigne également au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Elle a auparavant agi à titre de propriétaire de 2 franchises, du Second Cup à Moncton et à Dieppe de 2011 à 2016. Elle a travaillé comme gestionnaire en ressources humaines ainsi qu'en finance au sein d'une institution financière. Marie étudie pour l'obtention d'une maîtrise en gestion à l'Université de Moncton et elle détient un diplôme en administration des affaires et management au CCNB. En plus d'un certificat en andragogie de l'Université de Moncton, elle est la mère de 2 enfants et originaire du coin de Saint-Quentin. Donc, Marie, bienvenue à Virage NB. Bonjour François, merci. Ça me fait plaisir d'être là avec mes collègues Régent et Pierre-Marcel et toi, François. Donc, c'était très intéressant d'écouter Pierre-Marcel et Régent au sujet de l'entrepreneuriat. J'aimerais revenir sur quelques points, entre autres, que Pierre-Marcel a soulevés au niveau du type d'entreprise, d'entrepreneur qu'on peut avoir dans notre écosystème. Et puis, c'est vrai
qu'on n'est pas unanime sur comment on aborde l'entrepreneuriat et qui est entrepreneur ou pas entrepreneur. Je me pose parfois la question aussi. On voit que le travail autonome, qui pour moi est souvent des gens qui ont envie d'un peu plus d'autonomie, hein, et puis exportent un peu leur savoir et offrent leur savoir-faire, savoir-être au bien de clients sur le marché. Donc, c'est un peu entrepreneur autonome. Souvent, c'est un peu l'extension de nous-mêmes qu'on transporte dans notre vie professionnelle. Donc, c'est très intéressant à cet égard-là et souvent, fait saluer les jeunes qui ont envie d'autonomie, qui n'ont pas envie de vivre avec des patrons. C'est une bonne façon de commencer. Parfois, ça débouche sur de plus grandes entreprises avec des employés, avec un niveau de risque un peu moins grand pour un début. On voit aussi les entreprises avec un nombre d'employés où est-ce qu'on veut bénéficier du savoir en commun, qu'on veut être entouré, de porter un projet peut-être plus grand, plus large. Notion de risque un peu plus élevée aussi, on devrait le dire. Il y a le reprenariat qui est très important aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Pierre Marcel en faisait mention, où est-ce que les entrepreneurs sont majoritairement en âge de 55 ans et plus. Alors, c'est un besoin qu'on voit dans notre communauté, dans notre province, de voir une nouvelle génération qui va reprendre les activités et qui auront confiance et verront les opportunités des entreprises existantes avec leur historique de propulser ces entreprises-là à un autre niveau, d'apporter une nouveauté et puis de donner un deuxième souffle à l'entreprise. Pour Régent et les banquiers de ce monde, parfois d'avoir un historique, ça aide beaucoup au niveau du financement d'ailleurs, au niveau du risque, donc comprendre un peu la clientèle existante. Donc, on se base sur des données. Et puis, il y a le modèle coopératif où est-ce que, peut-être pas coopératif nécessairement, mais comme Pierre Marcel le mentionnait, où est-ce que plusieurs personnes se mettent ensemble. Ils vont faire des initiatives parfois qui partent de besoins. Donc, c'est pour eux, pour commencer, puis après ça, vont offrir à une autre clientèle plus large l'offre de produits ou services. Donc, toutes ces formules-là, si vous voulez, pour moi, l'objectif commun est de répondre à un besoin. Et est-ce que le besoin est changeant suite à la COVID? C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'on comble les besoins différemment. Mais les besoins, par exemple, quand on parle de tourisme, les besoins de vacances, les besoins de se reposer sont toujours là, mais il faudra ajuster l'offre en fonction de la façon qu'on peut livrer le service ou le produit. Puis, il y a nécessairement de nouveaux besoins qui se font voir. On en a parlé au niveau sécurité, de produits sécuritaires. Combien de personnes ont commencé à faire des masques de protection, des choses qu'on, comme client, on n'achetait pas auparavant, puis maintenant, on s'est mis à acheter chacun chez nous. Donc, c'est des nouveaux produits qu'on se procure. Donc, il existe là des opportunités. Et puis, une conscientisation aussi de besoins, donc d'achat local, par exemple. Donc, une plus grande conscientisation. Le besoin de s'alimenter davantage ici au niveau du local. Donc, ça apporte à des réflexions potentiellement pour des entreprises, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Il y a un autre sujet auquel j'ai réfléchi avant d'avoir cette conférence-là, c'est comment on pourrait vraiment avoir un vrai virage, si vous voulez. Moi, j'assume que, comme bon humain, quand on voit qu'il y a des initiatives qui fonctionnent bien, des entreprises qui ont du succès, on a parfois tendance à copier, puis on se dit pourquoi réinventer la roue? C'est certain que la roue n'a pas besoin d'être réinventée, mais je pense qu'il faudrait avoir une approche, parce que la compétition, elle est très féroce à l'international. Donc, avec les outils web, maintenant, on fait face à la compétition vraiment grande. J'aimerais apporter à votre attention, peut-être que maintenant, il est temps de penser à des entreprises qui vont compléter d'autres entreprises. Comment, dans notre écosystème, on peut apporter une plus-value en complétant des initiatives qui vont déjà bien. Donc, je vous invite peut-être à, si vous êtes entrepreneur dans l'âme, vous avez envie de vous lancer, c'est peut-être le temps d'être altruiste dans notre approche et d'aller voir les entreprises qui fonctionnent bien et poser la question suivante, comment on peut aider à ce que vous allez mieux, puis devenir un morceau du casse-tête, si vous voulez. Au lieu d'être une compétition qui va diviser la clientèle, d'être un complément pour permettre à une entreprise X de vraiment se propulser. Et du coup, nous,
on peut en profiter puis offrir ce produit ou service-là aussi à d'autres entreprises. Donc, avoir un effet domino et non un effet qui va diviser le potentiel. Puis ça aussi, je suis certain qu'au niveau des banquiers, ça peut être rassurant de voir qu'un client va venir aider à propulser d'autres entreprises qui sont potentiellement des clients au lieu d'aller diviser le potentiel. Ensuite de ça, dernière petite chose que je pense est important, dernier petit facteur à considérer, je dirais, toute la culture entrepreneuriale au niveau de l'éducation. Pierre-Marcel mentionnait tantôt qu'il y a un plus grand pourcentage d'entrepreneurs qui viennent de familles d'entrepreneurs. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. C'est des jeunes qui ont grandi avec cette idée que c'est possible d'entreprendre. Alors, l'intégrer à l'école, le promouvoir, je pense, davantage, c'est une très bonne idée. C'est important de s'entourer. On parle souvent de mentors, ne pas se gêner d'avoir plus qu'un mentor, mais de diversité culturelle, de diversité au niveau des générations, pour s'assurer d'avoir une équipe forte et puis qui aura des idées créatives et innovantes. Et finalement, même si on veut commencer plus petit en entreprise pour diminuer le risque, moi, je dirais de penser tout de suite à un modèle qui s'exporte et puis un modèle qui pourra voir grand éventuellement pour s'assurer les meilleures chances possibles de succès. Alors, sur ça, François, je te laisse la parole à nouveau. Ben, merci beaucoup, Marie. À ce point-ci, je pense qu'on va ramener là, le panel. On a quelques questions qui commencent à rentrer. Là. Je vous encourage encore, le public, à poser vos questions. Mais justement, là, sur le point que vous mentionniez, Marie, il faut certainement engager là, la jeunesse dans la reprise d'entreprise. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, etc. Mais est-ce que nos établissements postsecondaires sont prêts pour ça? Puis concrètement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Puis si on se dit là, dans un monde parfait sans barrière, qu'est-ce qui pourrait être fait par nos institutions secondaires et postsecondaires? Marie, je vous donne la parole. Moi, je pense que, oui, je pense qu'il y a un désir des nouvelles générations à se lancer en affaires. Je le sens parce que vous savez que j'enseigne aussi dans le département affaires au CCNB. Je sens cette volonté-là, je sens ce dynamisme-là, l'énergie. Je pense que de rendre accessibles les entreprises, les entrepreneurs aux jeunes, je pense que c'est une bonne façon d'un peu les exposer. Donc, faire ces connexions-là le plus tôt possible, les exposer à différents secteurs d'activité, aux différentes possibilités, puis de répondre, pas juste avec enthousiasme, mais avec vérité, honnêtement, aux questions que les jeunes auront sur la réalité d'entreprise, parce qu'on le sait, c'est pas toujours facile, mais c'est très valorisant aussi. Puis l'entrepreneuriat, on le voit aussi comme un apport communautaire important. Donc, à ce niveau-là, je pense que les connexions sont importantes. Merci beaucoup. Puis justement, si je peux ajouter là-dessus, Pierre-Marcel, vous avez parlé aussi dans votre présentation le risque et un peu là, la peur de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on ferait pour un peu réduire cette peur-là? Je pense que c'est l'information parce que pour beaucoup de gens, puis je ferai le lien, on a tous tendance à avoir des entrepreneurs qui viennent de familles entrepreneuriales, donc qui connaissent ça, donc la peur ou l'inconnu est moins important. Et pour faire le lien avec, il y a Isabelle qui posait la question pour ce que les établissements postsecondaires pourraient faire. Souvent, c'est des visites en entreprise. Oui, il y a les stages, mais même parfois, ce n'est pas nécessairement un stage, mais tout simplement de côtoyer ces personnes-là. Puis ce n'est pas obligatoirement des mentors, mais plutôt des personnes soit qui peuvent aller faire des présentations au collège communautaire dans certains programmes à l'université ou puis là, on a certaines initiatives cette année, l'automne prochain. Ça va se faire de manière virtuelle avec la pandémie, mais on va avoir un cours basé sur l'innovation où on a des étudiants universitaires qui vont travailler avec des entrepreneurs pour mettre de l'avant certaines initiatives. Donc, ces liens-là, ces arrimages-là, c'est une manière de réduire l'incertitude, d'augmenter l'information. Et c'est souvent de cette manière-là qu'on est en mesure, justement, François, d'atteindre l'objectif que tu mentionnes.
Merci. On a également parlé aussi, là, il n'y a pas juste la jeunesse pour la reprise d'entreprise, on a parlé aussi de l'immigration. Il y a beaucoup aussi là, des employés, des personnes qui sont déjà dans l'entreprise qui seraient vraiment propices à reprendre l'entreprise. On a une question de Michael ici qui nous demande, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une stratégie pour mettre de l'avant l'entrepreneuriat? Donc, une stratégie là, vraiment à plus haut niveau, pour faire sûr de ne pas perdre nos entreprises au Nouveau-Brunswick. Pierre-Marcel, voulez-vous qu'on ait élaboré là-dessus? Tout à fait. Et souvent, à deux niveaux, moi, je le vois. Un, ça peut être, je vais utiliser le terme anglais, une spin-off. C'est une entreprise qui émane d'une autre entreprise. On a développé des idées. L'entreprise n'est pas ou ne veut pas ou n'est pas en mesure de développer cette division-là, mais la personne qui a l'idée, qui a la vision, quitte cette entreprise-là pour se lancer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle aventure. Ou ça peut être aussi des entreprises qui développent des divisions, qui développent des nouvelles fonctions. Et finalement, quand on parle, puis je ramenais ça aussi à la relève, souvent ce sont les gestionnaires des entreprises qui sont les mieux outillés et les mieux placés pour prendre la relève. Donc, quand la personne qui est propriétaire ou qui dirige l'entreprise prend sa retraite, oui, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui en fait l'acquisition, mais la majorité du temps, ce sont les personnes déjà en place qui se sont les mieux outillées. Est-ce qu'on appelle ça entrepreneuriat? Pas nécessairement, mais moi, je pense qu'il faut le voir dans cette optique-là. Et tous ces composantes-là, c'est sûr et certain que c'est pas toujours facile d'aller imposer des structures et des initiatives aux plus grandes entreprises, mais je pense qu'avoir des moyens d'appuyer ces initiatives-là au sein des entreprises, moi, je préfère de loin cette approche-là à ce que nos entreprises locales se voient acheter par des entreprises extérieures, puis souvent, on perd le contrôle. Et non seulement qu'on perd le contrôle, mais souvent, on va rapatrier certains emplois à l'extérieur. Il y a de la rationalisation. Donc, oui, tous ces éléments-là sont des éléments qui pourraient contribuer à faire croître notre économie. Si je peux ajouter là-dessus, François, à la banque, lorsqu'on reçoit une demande pour justement acheter une entreprise, la sécurité qui vient avec avoir les anciens gestionnaires demeurer dans l'entreprise et même devenir propriétaire de l'entreprise, c'est toujours une bonne chose pour la banque parce que ça nous donne une bonne idée que l'historique, l'entreprise ne va pas changer. L'expertise va être préservée si les gestionnaires actuels demeurent dans l'entreprise. Si quelqu'un d'externe achète l'entreprise, ce n'est pas certain que ça va demeurer cette expertise-là. Puis, on met une grosse valeur là-dessus lorsqu'on regarde du financement. Le défi, je pense, c'est que, surtout dans les petites entreprises, ces personnes clés-là ne sont pas toujours prêtes pour l'éventualité de faire cet achat-là. Lorsqu'on parle, on donne beaucoup de conseils à nos entrepreneurs, puis on parle de succession. Souvent, on pense que ça va être un membre de la famille ou ça va être quelqu'un d'autre qui va. C'est pas toujours la bonne personne, ça, pour continuer l'entreprise. C'est souvent, c'est la personne clé qui doit se préparer pour ça, puis ils sont souvent pas prêts. Merci beaucoup. On a une autre question là, dans une autre direction. On a beaucoup parlé là, de changement, puis un petit peu le nouveau normal. On a Marc-André ici qui nous pose la question. Il dit, c'est clair que les entreprises et les entrepreneurs ont innové dans ces temps de pandémie. Et par le fait même, il semble avoir un certain entrain chez les consommateurs de consommer local. Est-ce que ce courant est durable ou tout simplement de passage? Comment est-ce qu'on assure que cette vague continue avec le retour à la normale? Marie, vous pouvez commencer. C'est certain qu'on espère que ce soit durable. On espère que c'est une conscientisation qui va se transmettre dans chaque région. On voit des initiatives très régionales, d'ailleurs, à cet effet-là, pour inciter les gens à consommer local. Maintenant, si on voit à plus grande échelle, on ne veut pas non plus être protectionniste. Par contre, il y a certainement un encouragement vers, puis on en parlait de certaines autonomies jusqu'à un sens au niveau de l'alimentation, par exemple. Où est-ce qu'on voit qu'il y a peut-être une lacune, où il y a des besoins à combler, où est-ce qu'on pourrait faire mieux. Donc, il faut voir ça avec les opportunités avec lesquelles ça vient,
Puis, je pense qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place, justement, avec Excellence Nouveau-Brunswick, qui ont mis un site Internet qui donne accès à des produits et services locaux qui viennent du Nouveau-Brunswick. Je pense que ces initiatives-là vont aider à garder cette facette-là qui est prioritaire, c'est-à-dire l'achat local, puis encourager le local. Puis le virement que les entreprises ont fait, je pense, a été très apprécié par les consommateurs qui maintenant, ça crée de nouvelles habitudes qu'on n'avait pas avant. Donc, les habitudes, c'est difficile à changer. Mais maintenant que c'est changé, on peut peut-être estimer qu'il y en aura certainement un pourcentage qui va rester. On l'espère. Ouais, j'ajouterais juste que la pandémie a exposé la limitation de la distribution de certaines petites entreprises locales. Puis par ça, je veux dire que d'avoir juste un canal de visiter ton entreprise pour faire des achats, c'était pas suffisant. C'était probablement pas suffisant avant la pandémie pour grandir. Ça a été de toute évidence pendant la pandémie parce que les Amazones de ce monde, puis les compagnies qui ont des infrastructures très sophistiquées pour faire des achats faciles, ont bénéficié de la crise. Plusieurs entreprises ont su s'adapter, mais il faut que ce soit d'une manière qui va rendre la population aussi confortable de le faire. L'aisance de consommer est devenue un atout là, pour une entreprise. Donc, un peu dans la même piste de direction, là, tout avec le COVID, tout ça, là, oui, Régent, vous avez parlé, il y a beaucoup d'entreprises qui s'enlignent peut-être vers une fermeture, mais est-ce qu'il y a des opportunités ou des nouvelles voies en entrepreneuriat que la pandémie aurait pu créer? Y a-t-il des nouvelles opportunités là, vraiment à saisir vraiment dans le contexte post-pandémie? C'est une très bonne question, puis Marcel l'a adressé un petit peu, puis je pense que Marine en a parlé aussi. Il y a certainement une autre chose qui a été exposée pendant la pandémie, c'est qu'on dépend beaucoup des importations, surtout dans les choses de base. Si on pense à nos fruits puis nos légumes, puis tu passes dans le marché, le supermarché, tu vois qu'on dépend beaucoup de pays à travers le monde pour consommer. Alors, il n'y a pas de doute qu'il y a de l'opportunité dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on devient avec nos hivers une économie qui peut continuer de fournir ce qu'on a besoin? C'est possible, la technologie le permet. Est-ce qu'on a l'appétit comme province, comme consommateur d'avoir cette assurance-là ou est-ce que dans 10 mois, 12 mois, une fois que le pire de la pandémie est passé ou 18 mois, on va retourner à nos anciennes habitudes. Time will tell. Mais certainement que ça, c'est d'après moi des choses qui sont essentielles. Je ne me lancerai pas dans une agence de voyage tout de suite. Ça serait difficile ça, je pense que des choses qui ont changé, qui vont être pas permanentes, mais qui vont durer assez longuement. Là. Moi, personnellement, là, mon prochain voyage sur un bateau de croisière, là, il ne se fera pas dans les prochains 3 ans. Là. Puis je pense que c'est toutes des choses qu'il faut considérer lorsqu'on pense à l'entreprise qui va satisfaire les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins durables qui vont aller de l'avant. En termes desquels, si j'avais la réponse, François, je me lancerais en affaires. Je n'ai pas toujours ce flair entrepreneur-là. Alors, moi, je suis plus celui-là qui va aider à réaliser les idées des autres plutôt que mes propres, mais il y a certainement des opportunités qui se présentent. Si je pense à juste les distilleries au Nouveau-Brunswick qui ont transformé leur production à faire du sanitizer là, pour aider avec les désinfectants. C'était des virages rapides. Il y a des compagnies manufacturières qui ont commencé à faire des visières, du matériel de bureau pour rendre les choses plus accessibles. Moi, je crois qu'il va y avoir une grosse demande en ergonomie pour des bureaux à la maison. Nous, à la banque, on a donné 500 $ à chaque employé pour s'équiper à la maison. Pour ceux qui ont une chaise, qui ont des bons outils. Alors, d'après moi, il y a plusieurs entreprises qui vont découler ou des possibilités d'entreprises qui découlent. C'est de les identifier puis d'agir dessus. Pierre-Marcel, Marie, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Moi, ce que je dirais, c'est que Régent a tout à fait raison. Il y a des secteurs, mais il y a aussi des manières de faire.
et des entreprises dans des secteurs traditionnels pourront continuer à prospérer, mais en s'adaptant aux attentes des consommateurs, des consommatrices par rapport à la manière qu'on va se procurer ces biens-là. Je pense que beaucoup de gens ont une réticence à être dans des endroits où on a beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que nos centres d'achat sont beaucoup plus vides aujourd'hui qu'ils l'ont jamais été. Et donc, l'entreprise n'a pas seulement besoin de considérer les produits, les services à faire, mais de la manière de l'offrir. Et ça, c'est très important, mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que quand on est en ligne, on est, oui, en concurrence avec les Amazon de ce monde qui a vu une augmentation incroyable de leur chiffre d'affaires, mais ça nous donne aussi des opportunités parce que ça augmente notre marché. Et donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est non seulement produits, services, mais la manière de le faire aussi qui va évoluer. Et Réjean qui disait, oui, c'est vrai qu'on va pas, tout va pas changer radicalement, mais je suis pas convaincu qu'on va revenir à exactement la même manière de faire des choses. Donc, c'est souvent une question de bonifier son offre, de multiplier la manière qu'on offre nos produits et nos services. Complètement d'accord avec Pierre-Marcel. Puis justement, sur cette ligne d'idée-là, on parle de changement. C'est parce que là, dans une période de 3 mois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'orienter vers le changement. Puis ça, c'est quelque chose, c'est rien de nouveau. Beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ont une résistance au changement. Comment est-ce qu'on allège ce changement-là? Comment est-ce qu'on facilite ça pour les entrepreneurs, le changement? Donc, Marie, vous pouvez commencer. Premièrement, il faut, quand on est entrepreneur, on est aussi très compétiteur normalement. Je vais parler de façon générale. Mais il faut réaliser qu'on ne peut pas être le premier partout puis accepter ça. On peut faire de notre mieux. Fidéliser une clientèle devrait être une priorité. Donc, pas croire qu'on sera le numéro 1 partout. Donc, ça enlève déjà une pression. Puis, ça met un peu l'énergie au bon endroit. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. La pandémie, Réjean en a parlé, la banque n'était pas nécessairement prête à ça. Personne n'était prêt à ça. Personne n'a lu le livre de la pandémie 101 pour savoir comment on va passer à travers tout ça. C'est ni comme toi aussi, François, comme étudiant, ça demandait des changements au niveau de ta routine, t'adapter. Donc, en entreprise, la pandémie, c'est un grand événement. Là, on va en parler, je pense, toute notre vie, mais en entreprise, on en vit souvent des changements, des bouleversements comme ça. On va voir un compétiteur arriver l'autre bord du chemin, on va voir un fournisseur arrêter de produire. Donc, il faut être prêt à laisser aller le contrôle un peu, puis faire de son mieux. Donc, c'est un peu ce que je dirais, François, quelques petites choses à laisser tomber, mais quand même avoir confiance. Puis, on parlait d'avoir des équipes qui sont diversifiées, des équipes qui vont challenger les entreprises, les entrepreneurs, puis qui vont nous permettre ensemble, avoir confiance, puis mettre la main à la pâte pour faire face au changement. Puis, le risque est plutôt, et si on n'est pas prêt à faire face au changement, il est là le risque. Le vrai risque, il est là. Parce qu'on parlait d'entreprises qui vont fermer. C'est très dommage. Puis je ne dis pas que c'est des entreprises qui ne peuvent pas faire face au changement. Des fois, c'est vraiment en dehors de leur contrôle. Mais on a parlé aussi d'entreprises qui sont mis à faire des visières. Ce n'était pas dans leur champ d'expertise. Ils sont mis à faire des masques, ils sont mis à faire plein de choses. Ils sont remis vite en selle. Puis ils ont offert en fonction du besoin. Puis, si je peux ajouter, la pandémie nous a forcé de réagir rapidement parce que c'était devant nous, là, ça nous a frappé. Moi, je vois souvent les plus gros risques des entrepreneurs, ce n'est pas ceux-là qui nous frappent comme ça, c'est ceux qui viennent graduellement et qu'on ne voit pas venir. Puis souvent, une entreprise va perdre sa vie éventuellement dans un changement qui était visible, mais il ne se faisait pas sentir durement. On n'a pas réagi, on n'a pas pris le temps de réagir, on ne le voyait pas comme un risque assez rapidement. On aurait pu le faire. Mais la pandémie, ça a été immédiat, là. On a fait des choses à la banque, nous autres, en termes de technologie, qui nous auraient pris des années à faire en termes du cours normal. Mais on a été forcés de le faire. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment ça. On a beaucoup parlé là, de plans, de solutions. C'est justement ça que Virage est pour. Mais on a une question ici. Là.
Est-ce que les banques ont un plan dans le contexte actuel pour aider et encourager les repreneurs éventuels? On parle de jeunes, d'immigrants, des personnes dans l'entreprise pour la reprise de l'entreprise, mais vraiment pour maintenir là, les PME puis le tissu industriel de la province. Je vais laisser l'économiste répondre. Non, le banquier va répondre. C'est sûr que je ne vais pas cacher le fait que le capital tout de suite de toutes les institutions financières, de tous les prêteurs, de tous les individus, il est précieux. On doit préserver, notre première priorité dans toutes les institutions financières, c'est de supporter nos clients existants à travers la crise. Ça prend des ressources. Puis la deuxième chose, c'est de prévoir les pertes éventuelles qu'on va recevoir. Ça, c'est du capital qu'on doit mettre de côté. Parce qu'oubliez pas que l'argent qu'on prête, c'est l'argent que les gens déposent chez nous. Hein. Ce n'est pas l'argent de la banque. Là. On est un intermédiaire à la banque. Il faut protéger cet argent-là. Puis, on fait des nouveaux projets. Je reçois des nouveaux projets à tous les semaines. J'en reçois peut-être même plus que d'habitude parce que les gens se font refuser à leur banque primaire puis ils s'essayent à d'autres institutions. Puis, on choisit des projets basés sur une bonne analyse du besoin, une bonne analyse, un bon plan financier. C'est sûr que de l'expérience dans le secteur, puis là, je vois qu'il y avait une question là-dessus. Est-ce que tu dois avoir de l'expertise dans un certain secteur pour te lancer en affaires? Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup, mais tu as besoin d'avoir des ressources dans ta gestion qui vont avoir de l'expertise dans ce domaine-là. Alors, si tu vas acheter une entreprise, il faut que tu achètes l'intelligence qui vient avec cette entreprise-là de continuer à exploiter. Sinon, qu'est-ce qui va nous rassurer que toi, tu vas être capable d'opérer dans une expertise que tu ne connais pas? Alors, oui, encore de l'appétit pour du risque, mais c'est sûr que ça s'est rétréci tout de suite un peu. Les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour supporter ça. Ça prenait l'intervention du gouvernement dans ça pour assurer que l'économie se maintienne. Puis je pense que le gouvernement canadien, à date, fait une bonne job pour au moins maintenir les choses puis éviter un désastre. Merci, Régent. Regarde, à ce point-ci, vous avez répondu à un petit sondage au début de la conférence. On va vous sortir les résultats. La première question, on vous demandait si vous pensez aux entrepreneurs qui ont réussi dans notre province et qui sont devenus des chefs d'entreprise ailleurs. Cela confirme que, puis la réponse avec le plus de répondants, peu importe d'où vous venez, tant que nous avons des universités solides pour nourrir et développer les entrepreneurs. Donc, on parle vraiment là, de l'importance de l'éducation. Le panel, est-ce que c'est votre choix de réponse? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pierre-Marcel, je vous donne la parole. Tout à fait. Puis, je prêche ma paroisse quand je prêche pour les universités, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être au centre-ville de Toronto. Et l'argument que j'avancerais, c'est qu'avec la pandémie, on a vu des villes comme New York se vider des gens qui pouvaient sortir de la ville. Je pense que c'est une opportunité supplémentaire pour des régions comme le Nouveau-Brunswick où on a une densité de population qui est moindre. On est beaucoup plus attractif. Et ça veut dire que des entreprises d'ici, même à distance, puis on a des leaders internationaux, on pense souvent à Irving Baumeking, mais ceux qui font de la musique, je dirais les cymbales Sabian, vous ne savez peut-être pas, mais ça vient de Médotic. Donc, on a des leaders, que ce soit dans le secteur de la pêche, de la forêt. Donc, non, on n'a pas besoin d'être dans une grande ville pour le faire. Absolument pas. Au contraire, des fois, ces grandes villes-là nous étouffent et ne nous donnent pas les opportunités de pouvoir s'épanouir. François, j'ai été travailler à Ottawa pour 2 ans, puis je pensais que je m'en allais dans le cœur de l'Ontario, puis j'étais presque intimidé là, de m'en aller là. J'allais-tu avoir ce que ça prend pour... Je peux vous assurer que les Néo-Brunswickois, que nos universités nous préparent très bien pour le monde des affaires. Puis c'est notre aspect humain au Nouveau-Brunswick qui est tellement apprécié lorsqu'on s'en va dans d'autres parties du pays. So, on n'a rien à se reprocher du tout. La deuxième question, la meilleure façon de nourrir et de développer les entrepreneurs ici est d'avoir une culture d'entreprise où les entrepreneurs prospèrent, encadrent et soutiennent la prochaine génération d'entrepreneurs. Justement, je pense que ça résume un peu ce que vous disiez, Régent. Marie, là, je vous donne les derniers commentaires de conclusion. Effectivement, je pense que c'est une bonne réponse. Mais comme on a parlé un peu plus tôt, je pense que l'intégration au niveau scolaire,
Je pense que c'est l'amalgame des deux réponses qui serait, selon moi, une parfaite réponse. C'est-à-dire que l'intégration, l'initiation, puis créer une culture entrepreneuriale dès le plus jeune âge, jumelée à une connexion avec les entreprises qui vont aussi accompagner ces gens-là ou du moins les initier à des secteurs d'activité en entreprise. Je pense que la formule gagnante serait un mix des deux réponses, selon moi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour notre 7e épisode de la série Virage, déjà notre avant-dernier. Vous allez recevoir un courriel prochainement avec quelques questions. S'il vous plaît, prenez le temps de répondre. On a vraiment besoin de votre support pour la prochaine étape là, de Virage NB. Donc, on vous rappelle de vous enregistrer à l'avance pour notre prochaine conférence, jeudi le 25, donc notre dernière conférence Virage NB. Donc, on discute d'économie sociale avec Richard Saillant, Nelly Denen, puis Marc-Henri. 2 conférences, je pense qu'avec aujourd'hui, puis celle de jeudi, que c'est des conférences qui vont susciter des bonnes discussions pour s'orienter vers le changement. Donc, pour plus d'informations sur nos panélistes, conférences, puis notre podcast, visitez le site web viragenb.ca. Donc, sur ce, je vous salue, puis on se rejoint jeudi à 10h. All right. Au revoir.